Bonjour à tous, bienvenue sur Only a John, podcast numéro 92. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Écoute, on fait aller, malgré une défaite qui certes était prévisible. Le moral est là, mais on aimerait voir les Giants dans un meilleur état. Ouais, certes prévisible, mais qui a quand même permis de mettre en évidence, c'est bien que nous ne sommes pas au niveau des grandes équipes. En fait, on ne sait pas encore quel est notre niveau. Très honnêtement, c'est très difficile de juger avec ce qu'on a eu pour l'instant, et on va en reparler, mais je pense que ce match contre les Seahawks qui nous attend la semaine prochaine va être d'une importance capitale. Avant qu'on débriefe de ce match, je voulais simplement vous rappeler, donc on va pas reparler du Patreon, vous êtes au courant, patreon.com/podcast, vous pouvez nous soutenir évidemment, mais ce que je voulais surtout mettre en avant aujourd'hui, c'était la possibilité d'acheter des t-shirts. On est en train de faire une commande groupée, il y a déjà eu pas mal, vous êtes pas mal à avoir participé, ça c'est très cool, donc on va déjà, c'est sûr, on va pouvoir faire cette commande sans aucun problème. Mais sachez que si vous souhaitez avoir un t-shirt NY Giants FR, eh bien, vous avez encore quelques jours, c'est jusqu'à vendredi je crois, j'ai mis jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30, pour pouvoir faire une demande pour faire participer de cette commande groupée et recevoir d'ici quelques semaines, le temps que moi je reçoive les t-shirts et que je vous les envoie un par un. Voilà, ce t-shirt New York Giants FR, donc il y a un article sur le blog, n'hésitez pas à aller voir. Alors, ce match, moi je l'ai résumé il y a une stat qui pour moi résume tout. C'est 441 yards gagnés par les 49ers, 150 yards par les Giants. Je crois qu'une fois que tu sais cette stat, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Enfin, tu sais que tu peux pas gagner avec des stats comme ça. À moins d'un miracle vraiment où les mecs font 440 yards mais 3-4 turnovers, c'est juste pas possible en fait de rivaliser. Ouais, alors il faut aussi rappeler que les 49ers, c'est l'une des meilleures défenses de la ligue, avec Defensive Player of the Year. Alors je sais jamais si c'est Joey ou Nick Bosa. C'est Nick Bosa, c'est ça? Je crois, ouais. Ouais, en tout cas, c'est un Bosa qui s'est fait un malin plaisir contre nous. Il a eu son premier sac de la saison contre nous sur un play. Pour le coup, gratos, hein. Il a rien fait. Il a été tout droit, personne l'a touché et il a plaqué Jones. Ouais, c'est toi qui a retweeté cette photo où tu vois Bosa en train de saquer Jones et il a un énorme sourire que tu peux distinguer sous son face Non, mask. c'est pas moi. Ah ouais, non, mais j'ai vu ça et tu sens qu'en fait il est tellement heureux. Ah bon, alors, bien entendu, il est content, il a son sac. Mais ce que je veux dire, c'est que contre une défense, enfin, je l'avais déjà dit lors du dernier épisode, je m'attendais à une défaite contre les 49ers. Ce qui m'importait surtout, c'est qu'on soit compétitif. Je pense qu'on a été compétitif peut-être pendant le premier quart-temps, et puis après on a été très vite largué, même si jusqu'au troisième quart-temps, on était à moins d'une possession, voire une possession des C'est ça. 49ers. Le Ouais. résultat, il est logique, mais quand tu vois que les 49ers n'ont pas concédé plus de 70 yards à un running back depuis 31 matchs. Donc une saison, c'est 17 matchs, je vous rappelle. Donc on est pratiquement à 2 saisons sans concéder plus de 70 yards à un running back. Et nous, je pense qu'on n'a même pas fait 30 yards. Euh, et aussi le fait qu'on était complètement battu dans les tranchées, que ce soit offensivement comme défensivement. Alors, côté offensif, on peut se dire, ouais, bon, on n'avait pas Andrew Thomas, on a un garde qui joue en LT, on a un rookie centre, on a un second rookie en LG, on a Shane Lemieux qui vient en remplacement de Glowinski. Alors, est-ce que Shane Lemieux, c'était une meilleure option que Glowinski ou pas? Moi, je pense qu'il fallait tenter de toute manière. On a eu la confirmation que c'est pas forcément mieux. Et puis, on a eu Evan Neal qui, alors, je sais pas si tu as vu, toi qui écoutes Talking Giants, il y a Je l'ai l'un pas des deux gars écouté de là. Talking. Je l'ai pas écouté. Eh ben, en fait, non, mais tu sais, l'un des deux gars, alors, je sais plus lequel des deux, qui fait, je crois que c'est Bobby Skinner, ouais. Bobby Skinner, il fait des vidéos d'analyse des Ouais. O-line à chaque Exact. match. Et il en a fait une où en fait il se concentre sur Evan Neal et sur John Michael Schmitz. Et sur Evan Neal, en fait, il dit, en fait, Evan Neal, on a vu du progrès. Il y a encore beaucoup de choses qui sont très très moches, mais il a pas fait que des conneries. Et je regardais ça et tu dis, ouais, il y a des trucs qui fait plutôt pas mal. Et en fait, surtout, je gardais aussi un œil sur le numéro 66, Shane Lemieux. Alors, c'est marrant Mhm. parce que Shane Lemieux, il y a des moments où en fait il se débrouillait bien et des moments où il était complètement à la ramasse. Mais de toute façon, cette ligne offensive, je sais pas ce que tu en penses, mais
quand il y en avait un qui se plantait sur un play et qui se reprenait sur le play suivant, Hmm. t'en avais un autre qui craquait. En fait, t'avais jamais les 5 joueurs qui étaient en phase et qui étaient capables de tenir une protection. Ouais, alors c'est toujours work in progress cette O-line d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais je l'ai vu tout à l'heure, là je l'ai tweeté d'ailleurs. Justin Pugh qui a été qui a fait un essai chez les Giants cette semaine, là Ouais, je savais pas, j'avais pas vu ça, donc pourquoi pas. Vivement qu'Andrew Thomas revienne. Pour l'instant, les John Michael Schmitz quand même c'est assez solide avec Andrew Thomas. C'est les deux seuls postes, je dirais, où pour l'instant on n'a pas trop de questions à se poser. Je sais pas quand est-ce que Bredesen va revenir de sa commotion cérébrale, mais ce serait bien qu'il revienne dans pas trop longtemps parce que le poste de garde gauche pour l'instant c'est compliqué. Ezeudu est quand même. Enfin, je trouve que cette O-line depuis 2 matchs, elle est moyenne moins, mais elle est pas pire O-line de la ligue sur à peu près ce qu'on a pu voir. Ça reste encourageant, on va dire, sachant les changements qu'on a dû faire, les adaptations, etc. Ça aurait pu être pire. On a concédé 2 sacks sur ce match-là, mais c'est aussi parce que, eh bien, ça je voulais en parler, on n'a pas du tout vu un plan de jeu similaire à ce qu'on a pu voir dans la deuxième mi-temps contre les Cardinals, parce que je crois que les coachs se sont rendus compte que de toute façon, ils n'allaient pas pouvoir avoir les 3-4 secondes nécessaires à Daniel Jones pour ajuster des passes longues. Et on a il n'y bien a pas vu de que temps. ça a été beaucoup de passes courtes. On a très très vite abandonné le jeu de course. Breda a fait 4 courses, Gary Brightwell a fait 2 courses, Daniel Jones a fait seulement 2 courses pour 5 yards. Enfin, c'est rien du tout. Et d'ailleurs, je sais plus quel linebacker des 49ers disait on a été étonné de ne pas le voir courir plus. Mais je crois qu'en fait, c'était pas du tout dans le plan des Giants de faire ça. Et le game plan, c'était vraiment de se dire passe courte, passe courte, passe courte. Et malheureusement, ça n'a pas été suffisant. On a fait 1 ou 2 bons drives, mais globalement, on n'a pas réussi à rester sur le terrain suffisamment, quoi. Et ça, c'est le gros problème, parce que j'ai pas en tête le temps de possession total, mais c'est ridicule ce qu'on a eu la balle par rapport aux 49ers, qu'on fait que des gros drives. Donc voilà, c'est clair que l'attaque. Bon, je dirais pas qu'on a abandonné, mais on a quand même barré très vite de notre plan de jeu certains aspects où en gros, bah voilà, ils ont très vite compris ce qu'on allait jouer et on a lancé peu de passes longues, on a quasiment pas couru, donc c'était assez facile pour eux de défendre, je pense. Et on le dit à chaque podcast, mais tant que la O-line tiendra pas mieux, on va être bloqué et ce sera pareil tout le temps. Donc il va falloir vraiment s'adapter très vite et réussir à réagir assez rapidement sur cette ligne offensive. Euh, Bon, Jones a eu sa 4e interception. C'est la 3e sur passe relâchée par un receveur. Donc 2 fois Saquon Barkley. Cette fois-ci, c'est euh, notre ami Darren Waller, Waller Darren qui Waller, relâche une passe. Je qui sais était pas bonne. trop quoi en penser. Une passe qui était bonne. Il y a une passe qui a été relâchée. Bon, pas pour une interception de Waller, mais qui était lancée un peu haute. Il y a eu quand même beaucoup d'approximations. Le problème, c'est quand on est à notre niveau actuellement et qu'on joue contre des équipes comme ça, t'es obligé de jouer parfaitement et c'est pas du tout ce qu'on a fait. Donc, bon, Ah oui, c'est tout voilà. à fait. La moindre erreur est fatale, que ce soit une passe droppée, que ce soit une pénalité, euh, et t'as pas, justement, t'as aucune marge d'erreur contre une équipe comme les 49ers ou Dallas ou les Eagles quand ce sera leur tour. Euh, sur Daniel Jones et justement ses passes à Waller, alors l'interception, clairement, la passe, elle aurait dû être attrapée. La troisième carton où la passe a l'air un peu haute. Il y a un débat, il y a des gens qui disent ouais, Waller il sautait pendant le training camp, etc. Euh, Même Brian Daboll a dit ouais, la passe était un peu haute. Bon, c'est encore une fois, c'est une occasion manquée. Il y a aussi des chroniqueurs qui ont pointé le fait qu'il y avait à un moment une opportunité pour Daniel Jones d'envoyer le ballon sur Jalin Hayat. Mm. Et en fait, quand tu vois l'action, aurait pu lancer le ballon et en fait, tu as une demi-seconde. Hayat cornerback et au moment où il commence à dépasser le cornerback, c'est là où Jones a le ballon. Alors tu peux dire si Jones avait anticipé et avait envoyé le ballon avant qu'il dépasse le cornerback, ça aurait pu être un gros play. Mais bon, avec Desi, on mettrait pareil en bouteille. Je pense que Jones n'a pas encore entièrement confiance dans son rookie, ce qui n'est pas forcément étonnant. Et puis surtout, avec une protection aussi faible, en fin de match, il était beaucoup plus hésitant. Euh,
va commencer, en fait, comme tu l'as dit, avec la ligne offensive, tant qu'on n'aura pas le retour d'Andrew Thomas, et tant qu'on n'aura pas, justement, j'aimerais bien dire à la limite, pourquoi pas tenter Justin Pugh. On sait que le mieux et Glowinski, ça le fait pas. Autant prendre un vétéran et essayer quelque chose d'un peu nouveau. Hmm. Ouais, pourquoi pas. Et donc tu disais que cette ligne offensive était débordée. Ça a été le cas depuis à peu près le début de la saison. Ce qui est plus étonnant, c'est que la ligne défensive, c'est la même chose. Même si j'ai vu les notes PFF, les 2 meilleures notes qu'on a eues sont de très loin nos 2 defensive line stars, mais malgré tout, on n'arrive pas à défendre contre la course et ça, c'est problématique. Pour moi, il y a 2 problèmes. En fait, il y a plein de problèmes dans cette défense. On n'arrive pas à défendre contre la course. Ils nous mettent Watt Milliard sur ce match et du coup, ça rend tout de suite les choses beaucoup plus compliquées. Ils nous ont mis des 3e et longues à plusieurs reprises où la défense arrive à faire quelque chose parce qu'on envoie beaucoup de blitz. Et il y a beaucoup de blitz qui a été envoyé sur ce match. 84% des snaps C'est énorme. étaient des blitz. Ouais, énorme. Donc ça, Énorme. c'est assez ouf. Mais ils se retrouvent en 3e et 15 et ils font une screen pass pourrie et ils gagnent 30 yards. Ça, c'est juste inadmissible. Et sur le C'était même le genre drive, de de choses l'autre côté, même ouais, screen pass. Ouais, tout à fait. 2 fois de suite. Et là, on était très fort l'an dernier. C'est qu'une fois qu'on arrivait à les amener en 3e tentative, quasi tout le temps, on arrivait à arrêter l'équipe. On n'arrive pas à le faire pour l'instant. Là, on a été meilleur. Petite lueur d'espoir quand même. C'est que quand ils ont été dans notre red zone, on a été capable de les limiter à des field goals à plusieurs reprises. Ça, c'était là où on était très fort l'an dernier. On arrivait à arrêter les attaques, même quand elles arrivaient dans notre red zone. Par contre, ces problèmes de 3e tentative est longue, et c'était déjà le cas contre les Cardinals. Et ça, c'est un gros problème. C'est que si tu arrives à les amener en 3e et 15, t'as pas le droit de te prendre 30 yards. Enfin, t'as même pas le droit de te prendre 16 yards ou même 15. Tu dois les arrêter obligatoirement. Ouais. C'est une erreur de se faire bouffer là-dessus. Et ce qui est Encore dingue, des plaquages ratés. Ouais, vas-y. Ce qui est dingue, tu sais combien de 3e tentatives ils ont eu contre nous? Ils en ont eu 16. Beaucoup. Ouais, 16, c'est énorme. Et comme tu as dit, il y a eu beaucoup de 3e tentatives et longues qu'ils ont réussi à convertir sur les screen pass et aussi sur des actions où en fait on ne plaque pas. Alors Deebo Samuels, c'était Hulk sur le terrain. Il transportait genre 15 il est fort, joueurs. mais faut pas déconner quoi. Ouais, non, clair. Mais ce que je veux dire, c'est non, mais attends, il avait genre 15 joueurs sur ses épaules et puis aussi tout le reste du banc et il continuait à avancer. Non, enfin, j'exagère bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que moi, il m'a vraiment impressionné. mais c'est quand tu vois, enfin, Xavier McKinney, il commence un peu à me saouler avec sa technique de plaquage. J'allais en parler de McKinney, il laissait un problème depuis le début de la saison. Je sais pas ce qui lui arrive, mais. Ouais, il a une mauvaise technique de plaquage. On a vu Hawkins aussi qui a eu quelques beaux loupés. Okereke, bon, on en est qu'au 3e match, hein, j'allais dire 2e match. On en est qu'au 3e match, mais s'il continue comme ça toute la saison, j'ai envie qu'on nous rembourse ce qu'on lui a payé parce que ça va pas le faire. Ouais, alors, on a 16 plaquages ratés sur le match, c'est énorme. C'est beaucoup trop. Tu peux pas espérer quoi que ce soit en plaquant aussi mal. En fait, j'ai l'impression que globalement, hein, on a des problèmes dans nos fondamentaux. Je veux dire, plaquer, ça devrait être un truc classique. Ouais. Et c'est une problématique au NFL, c'est que tu fais plus beaucoup de drills de contact. On avait déjà évoqué ça dans je sais plus quel podcast. T'as peu de drills pour pas blesser tes joueurs, de plaquage, etc. Parce que t'estimes que c'est un truc qui est rentré. Mais en fait, il faut y revenir. Et d'ailleurs, Dabol l'a dit, je crois, ils vont devoir retravailler ça parce qu'ils voient bien que c'est un problème. Oui, parce qu'en fait, foncer dans un joueur, le pousser ou essayer d'avoir le fumble, bah, t'es pas en train d'essayer de le plaquer. Et justement, je pense que contre des équipes comme les 49ers, où tu as des joueurs clés comme un Kittle, comme un Deebo Samuels, comme un McCaffrey, ces gars-là, faut pas chercher à provoquer le fumble. Ces gars-là, il faut les plaquer, il faut les foutre par terre. C'est ça la priorité. Et en effet, contre d'autres joueurs, si tu sens qu'ils sont un peu moins attentifs, bah vas-y, fonce pour le ballon. Mais comme tu as dit, c'est quoi 441 yards de prix en défense? Ouais. C'est juste pas possible. Là, j'ai la stat sous les yeux. Deebo Samuels, c'est 6 réceptions, 129 yards. Bah ouais, c'est énorme. Bah ouais, mais t'as vu la réception qu'il fait à un moment où il gagne, je sais plus, 50 ou 60 yards. Il fait une réception de 15 yards et derrière il gagne 30 yards à la course. Donc bon, c'est. On l'a dit de toute façon, il fallait jouer parfaitement pour espérer quelque chose.
tous ces petits problèmes qui s'accumulent qu'on vient de citer, voilà, ça permet pas d'espérer quoi que ce soit. Si je rajoute encore, alors qui n'est pas un problème, mais qui est très dommage, c'est qu'on a eu des occasions d'intercepter. Pour l'instant, on a eu 0 turnover provoqué par notre défense en 3 matchs, c'est quand même assez terrible. Et il y a eu un moment, Deontay Banks qui a l'occasion d'intercepter, il est devant son joueur dans la end zone. Il a juste à l'attraper, il la rate, ça rebondit sur son casque, c'est relâché. Il y a eu Adoree Jackson qui a eu possibilité de l'attraper, qui a été un peu trop attentiste, et il y a Kittle qui a joué le défenseur, qui est venu taper le ballon pour pas qu'elle soit interceptée. Il y a eu un autre moment, je sais plus quoi, aussi dans la end zone, une interception qui aurait pu... Enfin voilà, il y a eu au moins 3 occasions de potentiellement faire des interceptions. T'as pas le droit en fait de rater ça, et c'est dommage pour Banks qui avait l'occasion là de faire un très beau jeu, et c'est ce genre de petits trucs de momentum, tu vois, qui permet à ton équipe d'avoir un élan pour refaire quelque chose derrière qu'on n'a pas eu. Et au final, on a plongé petit à petit dans ce match jusqu'à être, même si comme tu l'as dit, on a tenu à une possession pendant longtemps. C'est vrai qu'à la mi-temps, je sais plus quel était le score, mais il y avait plus d'une possession, et on revient après la pause. On arrive à revenir, et on est à 20-12 pendant une partie du match, voilà. Donc, et puis finalement, ou 20-12 ou 18-12, enfin, je sais plus exactement, mais et puis finalement ils prennent le large et on n'est pas capable de réagir. C'est quand même un problème global, c'est qu'en attaque, on n'arrive pas à tenir le ballon suffisamment longtemps, donc on expose notre défense, qui derrière se prend 441 yards, parce que c'est pas... En fait, je pense que ce serait à l'attaque de proposer quelque chose de mieux pour que la défense soit moins exposée comme elle l'est actuellement. Voilà, c'est... Ouais. Bon. Ouais, non, je suis d'accord. Alors, en défense, on a quand même eu quelques prestations individuelles qui étaient intéressantes. Et le premier que je voudrais citer, c'est Micah McFadden, qui était absolument partout sur le terrain. Je sais pas si tu as eu cette impression-là, mais Si. En plus, il y a un drive où il fait 2-3 plaquages. À un moment, il fait 2 plaquages pour perdre d'affilée, quoi. Et ça, c'était... ouais, Parce qu'il est rapide, il va... En fait, ce que je trouve bien chez lui, c'est il a une lecture assez rapide, et il fonce dans le gap très vite, ce qui empêche le lineman qui décroche de venir sur lui, et ça lui permet d'aller faire le jeu rapidement. perte. Donc, en effet, dont les deux consécutifs qui étaient assez impressionnants. DJ Davidson aussi a eu quelques plays. Alors, il a joué de rotation, il a eu un impact limité, mais il a eu quelques pressions que je trouvais ça pas trop mal. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai pas. Il a surtout été blessé. Hein. Voilà, il s'est fait. Le play est terminé, et parlons-en un peu de la ligne des 49ers. Euh, le niveau de play des gars, entre Trent Williams qui fout une droite comme ça, et qui se prend pas un flag, et puis l'autre joueur qui, alors que le play est terminé, chope DJ David le bras et le tire par terre, tu vas dire, mais what the fuck, que faisaient les arbitres, quoi. Et d'ailleurs, c'est le sentiment que j'avais. Alors, j'ai absolument pas vérifié la stat. Il y a eu des fautes qui ont été sifflées des deux côtés. Mais quand il y avait des fautes qui étaient sifflées du côté des Niners, généralement, l'arbitre disait, il y a aussi une faute du côté des Giants, donc Ouais. des pénalités, et on pull down. Et là, tu as envie de dire, non mais c'est pas possible. Enfin, le roughing de passeur de Leonard Williams, c'est du n'importe quoi. C'était. Bah oui, mais ça c'est depuis l'année dernière. On a eu encore pire l'année dernière, hein, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est les roughings de passeurs. De toute façon, si tu oses toucher le running back, le quarterback, un quart de seconde après qu'il est lancé, mais comment le mec est censé s'arrêter en fait? C'est pas possible. Ça gâche vraiment le plaisir, ça gâche le spectacle. Pour moi, c'est un gros problème, tous ces roughings de passeurs. Le nombre de 15 yards de pénalité qu'il y a, ou même quand le quarterback est plaqué. Le problème, c'est que le quarterback, maintenant, les défenseurs osent plus les toucher, et du coup, les mecs, c'est ce qu'on a vu au dernier match, le quarterback, il fonce dans McKinney, bah oui, mais McKinney, en même temps, il se dit, si j'y vais trop fort, ou si quoi que ce soit, et qu'il se couche à ce moment-là, bah je vais me prendre une pénalité, donc tu sais plus quoi faire, t'oses plus trop, et enfin, ça devient chiant, quoi. Les quarterbacks, c'est des joueurs aussi... comme les autres à un moment donné, ils décident de courir, bon bah voilà, tu vas te faire plaquer comme un autre joueur, je suis désolé, mais soit tu restes dans ta poche, et là ok, bon, on peut imaginer que t'as pas trop à te toucher, mais dès que tu décides de courir, bah là, tu t'exposes, et tu peux prendre un taquet, c'est normal quoi. Enfin bref, moi ça commence à me saouler un peu, ces histoires de quarterback complètement protégé, là, c'est relou. Ouais, non, c'est sûr, ça gâche le spectacle. Mais ouais, voilà, enfin, c'est absolument pas, hein, et c'est pas ce qu'on dit que c'est l'arbitrage qui nous a fait perdre le match, mais ce sont ces petits trucs qui remuent un peu le couteau dans la plaie, et Hmm.
enfin, tu vois, la droite de Trent Williams sur je sais plus qui, et tu vois l'arbitre juste à côté qui en fait ne réagit pas, tu dis, mais C'est est-ce Sean qu'on a. Robinson. Ouais, Et parce qu'en fait, c'est pendant, je crois que c'est à la fin de la mi-temps, enfin juste avant la mi-temps, il fait un QB nil et Sean Robinson, il la joue, il y va, il dit bah, est-ce qu'en plus, je crois que la semaine dernière, parce que, enfin, les joueurs se sont fait engueuler parce que justement, aucun joueur n'a bougé pendant un QB nil, donc quand le quarterback met le genou au sol juste pour laisser le chrono s'écouler. Et en fait, ils font un fumble, le centre fait un fumble, et du coup, s'il y a un O-line qui s'était précipité, il aurait pu la récupérer. sur quel Mais les match? mecs, je sais plus quel match, c'était pas les Giants. Ouais. Et en fait, les mecs disent mais pourquoi personne n'a bougé en fait. La D-line, même si c'est un QB nil, t'as le droit de faire quelque chose quoi. Tant que le mec a Ouais. pas mis le genou au sol, t'as le droit de bouger. Et là, bon bah il a bougé et du coup le Trent Williams ça lui a pas plu et il a été lui mettre une grosse droite dans la tête, mais il s'est pas fait éjecter. Peut-être que sans ce mec là pendant une mi-temps, ça aurait pu, bah, ça aurait forcément été un peu plus Et simple pour nous quoi. c'est exactement ce que je veux dire, c'est que voilà, si les règles avaient été appliquées, on aurait pu avoir un avantage de ce côté-là. Bon, est-ce qu'on aurait battu les 49ers pour autant? C'est pas dit, hein, ils avaient quand même. Non, mais non, bien sûr Euh, que non. mais on a réussi à faire trembler Brock Purdy sur le premier quart-temps, mais Kyle Hmm. Shanahan s'est vite repris et l'a mis dans des conditions où en fait il pouvait être productif et prendre avantage de la défense des Giants. Donc Ouais, il est, il est, encore une il est fois, assez fou de maturité ce quarterback. Même quand on ouais. lui met la pression, il lance vite. Je sais pas comment il fait. Non, mais voilà, de toute façon, le plan contre les Giants, c'était très simple. En défense, il fallait juste qu'ils mettent une pression de malade sur Daniel Jones parce que on n'allait pas courir et ils étaient juste OK pour qu'on attrape des ballons dans le flat. C'était tout. Hmm. Et Hmm. ils attendaient Hmm. qu'on attrape le ballon dans le flat et puis ils plaquaient nos receveurs. Donc ils avaient pas besoin de faire grand-chose de plus. Et puis en attaque, McCaffrey, Kittle, Deebo Samuels, allez-y. Enfin, de toute façon, on est face à une équipe qui va certainement terminer en playoff parce qu'ils sont Ah bah, bourrés de ça, talent. ça c'est sûr. Ils vont aller en playoff. Maintenant, voilà, pour l'instant, ils font partie des favoris. Beaucoup les mettent comme la meilleure équipe de la ligue devant les Eagles, devant je sais pas qui d'autre équipe, les Chiefs ou Les n'importe qui. Cowboys, ouais. Donc, Mm. les Ouais. Cowboys, ouais. Enfin, on a quand même les Cowboys et les Eagles dans notre pool, c'est quand même la misère. Euh, bon, voilà, je sais pas trop s'il y a grand chose d'autre à dire. Non, je pense qu'on a fait le Voilà, tour. moi ça permet de voir qu'on n'est pas au niveau et que. Bon, par contre, il y a ce match contre les Seahawks, donc il va arriver. Alors, j'ai mal vu ou c'est encore un prime time avec un Monday Night Football? C'est un Monday Night Football, exactement. On a une mini bye, ce qui est peut-être pas trop mal parce que ça nous laisse un peu plus de temps pour récupérer des joueurs comme Andrew Thomas, peut-être pas Saquon Barkley. Et franchement, si on signe un Justin Pugh, bah, ça lui laisse le temps de s'acclimater à l'équipe. Hmm. Mais oui, c'est un Monday Night Football, tout à fait. C'est chiant parce que pour l'instant, tout ce qui est prime time, bah, on n'y arrive pas. C'est pas notre truc. Daniel Jones, c'est pas du tout son truc. Alors ça, c'est une stat que je ne connaissais pas et ils en ont parlé pendant le match. Tu sais, on dit beaucoup que Kirk Cousins, c'est des grosses stats et tout, et dès qu'il est en prime time, il Hmm, n'y arrive hmm, pas. hmm. Euh, Daniel Jones, avant ce match, c'était une victoire pour 10 défaites. Bon, maintenant, c'est une victoire pour 11 défaites. Mais Daniel Ouais, Jones n'a gagné qu'un seul match en prime time. Donc ouais. tu vois, comme quoi Kirk Cousins, c'est pas le pire dans ce domaine-là, hein. Daniel Jones a encore ses preuves à Hmm. faire. Ouais, j'espère que. Bon, ce match, il va être ultra important, puisque là, on est à une victoire, deux défaites. Euh, pour comprendre pourquoi c'est important, il faut voir ce qu'il y a après. Donc là, on reçoit les Seahawks chez nous en Monday Night Football, et ensuite, on se déplace chez les Dolphins qui sont chauds, et on se déplace chez les Bills qui sont toujours les Bills. Donc ça va être compliqué. C'est encore. Bon, déjà, pour nous, c'est chiant, parce que tous les matchs qui arrivent, là, ils sont tous super tard, ou voilà, ça, c'est très relou, et les suivre. Suivre ce début de saison des Giants, c'est assez complexe quand t'es fan français. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que si on perd contre les Seahawks, on se retrouve à 1-3. C'est très probable qu'on perde les deux matchs derrière. On se retrouverait à 1-5 pour commencer la saison. Ce serait quand même. Enfin, pour moi, ce match, il est crucial. Revenir à 2-2, déjà, voilà, t'es à l'équilibre et ce serait très bien. Contre une équipe des Seahawks qui semble prenable, et d'ailleurs, je pense que ce soir, parce que là, quand on enregistre ce podcast, on est dimanche midi, et donc il y a la NFL qui arrive tout à l'heure. Je pense que moi, c'est le match que je vais regarder, c'est celui des Seahawks. J'ai envie de voir ce qu'ils donnent. Je crois qu'ils sont à une victoire, une défaite pour l'instant. Ouais, c'est Euh,
Donc voilà, ça va être ultra important. On sait qu'ils ont des armes offensives avec Njigba, tout ça. Enfin voilà, ils ont des receveurs et ils ont de quoi faire en attaque. En défense, ça a l'air un tout petit peu plus friable. C'est clair que ce ne sera pas les 49ers. Hein. On a 10 jours pour avoir un plan d'attaque contre cette équipe et on espère qu'on soit... Voilà. Si, je demande pas que la défense fasse des miracles, mais si en attaque on arrive à empêcher qu'ils aient le ballon les 3 quarts du temps avec leur attaque, parce que la nôtre fait des drives longs et arrive à marquer des points. Voilà, il va être, pour moi, c'est un match très très important, et la saison commence maintenant quasiment. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose, et si on démarre à 2-2, ce serait très bien. Bah, en fait, la saison, oui, alors, elle aura dû démarrer il y a un peu plus longtemps que ça, mais je comprends exactement ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que si on l'exprime d'une manière différente, c'est que les Seahawks, c'est un adversaire à notre portée. Ce que les A priori. Voilà. Non, voilà, mais ce que les 3 premières semaines de cette saison nous ont appris, c'est que, tu vois, pendant l'intersaison, on se demandait est-ce que les Giants ont réduit l'écart entre les top teams et eux. Bah là, ces 3 premières saisons, on te dit non, elles n'ont pas réduit l'écart. Elles se sont peut-être améliorées, mais elles n'ont pas réduit l'écart. Le fait qu'on ait peiné contre je crois que pour l'instant, non mais clairement, on n'a pas réduit quoi que ce soit pour l'instant. Non, mais tu vois, les joueurs le montrent pas. Sur le papier, oui, mais ça s'est pas traduit sur le terrain du tout, quoi. Exactement. Et puis tu vois, même le fait qu'on ait peiné contre les Cardinals montre que on n'est pas une top team, qu'il y a encore du boulot à faire. Mais les Seahawks, c'est pas une top team, c'est une bonne équipe. Hein. On n'est pas en train de diminuer ce qu'ils représentent dans la NFL. C'est une bonne équipe et il va falloir se battre pour gagner ce match. Mais la victoire est certainement plus à portée contre les Seahawks qu'elle ne l'est contre les 49ers. Et comme tu as dit, derrière, on a les Dolphins qui sont dans une très bonne phase. On a les Bills. Après, Commanders et Jets, encore une fois, des équipes qui sont à notre portée. Mais les Commanders, ça se passe très bien chez eux aussi. Donc à ne pas sous-estimer. Mais on en parlait déjà avant la saison. C'est un calendrier qui est extrêmement difficile pour les G-Men. Voilà, si on se requalifie en playoff, c'est un miracle. Mais ce qui serait déjà bien, je pense que l'objectif pour Dable et compagnie, c'est de se dire, il faut que on ait au moins un bilan positif. Je suis pas sûr qu'on en soit capable. Bah, je pense que là, enfin, la grosse difficulté, c'est notre calendrier de début de saison. Une fois qu'on aura passé les Bills, ça revient à un calendrier un peu plus abordable, je pense. Mais ce sera peut-être déjà trop tard, c'est ça en fait. C'est pour ça que ce match il est important. C'est que si on arrive à 1-5 ou je sais plus combien, 1-6, je sais plus à combien on serait. T'arrives peut-être déjà à un moment où en fait psychologiquement ce sera trop dur de remonter la pente. L'équipe lâche l'affaire, ouais, tout à fait. Ouais, donc il faut qu'on arrive à gagner ce match, c'est important. 2-2, ce serait très bien de commencer la saison à 2-2. Moi je serais très satisfait avec ce calendrier de commencer à 2-2. Voilà, on verra. Et puis qui dit qu'il peut pas y avoir une surprise sur un des matchs. Tu vois, si tu gagnes ce match-là, ça peut te mettre dans un bon mood pour aller affronter des Dolphins ou des Bills peut-être. Profite, je sais pas. Bon, il faut voir, mais c'est clair que si on perd ce match-là, ça va être la croix et la bannière de faire ces 2 déplacements à Miami et chez les Bills. Donc bon. Voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter, hein. Je pense que. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, là ouais. on a une petite baille, donc bon, les gens n'entendront pas, enfin n'écouteront pas l'épisode en ce dimanche avant les matchs de la NFL, mais on espère que vous aurez passé quand même un bon dimanche à regarder la Red Zone et des trucs comme ça, à regarder d'autres équipes. Est-ce qu'on sait un peu quels sont les matchs? Attends, j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais qui on aimerait voir gagner? Là. Bah, tous ceux qui. Alors, qui on aimerait voir gagner? On aimerait voir gagner les Cardinals contre Dallas, ok? T'oublies. Ouais, on aimerait... Tampa Bay qui a 2-0 de manière un peu surprise, qui joue contre Philadelphie. Bon, ça m'étonnerait qu'ils gagnent, mais écoute, s'ils pouvaient créer une petite surprise, Tampa Bay, ça serait assez cool. Les Eagles à 2-1. Nos collègues des Eagles sont très confiants. J'ai écouté leur épisode du podcast ce matin et dans leur pronostic, en gros, ils voient une victoire assez easy contre les Buccaneers. Mais ouais, ce serait pas mal de voir un upset. Ouais, et Washington joue contre les Bills, donc là ça va être intéressant de regarder aussi. Et franchement, les Bills à 1-1 et Washington à 2-0. Ouais, bah ils ont eu avec Bieniemy, ils ont une attaque qui tourne bien pour l'instant, ils mettent beaucoup de points. C'est vrai que après dans les matchs intéressants t'as les Jets et New England, ça c'est toujours la grande rivalité, et les New England qui a 2 défaites et 0 victoire, les Jets 1 victoire et 1 défaite, mais malheureusement ils ont fait une prestation assez médiocre en attaque le match dernier, donc
j'ai l'impression que malheureusement tout reposait sur un homme et il s'est blessé au premier match de la saison, quasiment le premier drive. C'est terrible pour eux, mais bon, on va voir. Peut-être qu'ils vont réussir à faire des choses. Mais Zach Wilson, malheureusement, j'ai l'impression que ce QB est pas fait pour jouer en NFL. Donc non. C'est pas l'avenir. Non, ça c'est sûr. Donc voilà, donc on va supporter surtout, moi j'y crois pas côté Dallas, mais Buffalo, Washington c'est intéressant, et Philadelphie, Tampa Bay c'est intéressant aussi, donc on va voir comment ça se passe. On va voir si les Cowboys sont capables de faire comme le 15 de France contre la Namibie, 96-0. Quand j'ai vu le score, je me suis dit waouh! Et en fait, la Namibie, ça a l'air d'être un peu le punching ball du monde du rugby. Ils ont quand même beaucoup de mérite. Ils sont quand même genre 20e nation mondiale, donc c'est pas si pourri. Mais en fait, le gap, il est tellement monumental entre les 10 premiers et le reste, c'est terrible. Le gap est énorme, mais juste pour vous raconter un peu ma life, avant, je sortais avec une nana qui avait des cousins argentins qui faisaient du rugby semi-professionnel. Hein, donc les gars, ils avaient leur job, et puis le soir, ils allaient faire un peu de rugby pour un club local. Ces mecs-là taper l'équipe nationale du Brésil au rugby. Alors, le Brésil, c'est pas un pays de rugby, mais il se tapait une fédération nationale parce que l'Argentine, c'est un niveau tellement supérieur au reste de l'Amérique latine. Donc, oui, en effet, il y a un gap énorme comparé au football, où là, c'est peut-être un peu plus resserré entre les top teams. Ouais. Bah c'est clair, tu regardes les 30 premières nations mondiales, oui il y a des écarts évidemment, mais tu prends pas des 15-0, parce qu'un 96-0 en rugby, je sais pas ce que ça peut représenter au foot, mais c'est plus que 10-0 quoi, enfin je pense rien, bref, peu importe. Et si, moi j'ai un truc qui va m'intéresser aussi, c'est, je sais pas pourquoi, pendant cette intersaison, tu voyais des classements des 10 meilleurs QB, t'avais automatiquement Justin Fields, 4e meilleur QB, 5e meilleur QB, machin, le mec n'a jamais rien prouvé, comment dans les classements, ils ont pu le mettre aussi haut. Et là, bon, ils sont à 0-2. Ils pataugent complètement, les Bears. Je sais pas comment les gens arrivaient à imaginer qu'ils faisaient partie des meilleurs QB de la ligue. Bref, donc ils jouent contre les Chiefs. Et en parlant de Justin Fields, c'est un joueur qui a il y a une stat sur PFF qui est en gros le expected completion rate ou quelque chose comme ça. En fait, en gros, le taux de passes complétées attendu. Et lui, il est parmi celui où en fait il a le plus haut taux parce qu'il a quand même de bonnes armes et il fait juste 60% de passes complétées. Enfin, il y a un gap énorme entre ce qu'il est capable de faire et ce qu'il devrait faire vu les armes offensives qu'il a. Donc Justin Fields, je pense que Zach Wilson, tu le mets au-dessus de Justin Fields. Non, peut-être pas déconner, mais bon, Justin Fields il peut courir au moins, mais bon, c'est pas un running back quoi. Bref, bon, on va pas. Si jamais la saison des Giants se passe trop mal, je te propose qu'on fasse un podcast NFL où on dit que de la merde sur toutes les équipes et on descend tout le monde. Ouais, voilà. Ça nous occupera un peu. On se venge. On se sentira moins bien. Allez, on va espérer une victoire des Giants au prochain match. Évidemment, on fera un podcast débrief. J'espère vraiment que les dieux du football soient avec nous, s'il vous plaît. Permettez-nous de gagner ce match-là, c'est extrêmement important. Si on veut vivre une saison avec un peu de suspense, ça pourrait déraper trop vite et on n'a pas envie de ça. Après une belle saison l'année dernière, on a quand même envie de vivre des choses intéressantes cette année. Merci Thiago pour ce podcast, merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine pour le débrief du match des Seahawks. À plus tout le monde, salut. Salut.